20 ans de ténèbres, et soudain, une lumière surgit au cœur de l'océan Indien. À Antananarivo, la jeunesse malgache a levé ses téléphones comme des torches, réclamant non pas du courant, mais du sens. Et dans cette clameur, un écho venu du Sahel a résonné. Le nom d'Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, qui fit de la souveraineté une étincelle continentale. Car aujourd'hui, à des milliers de kilomètres, un autre soldat ose rallumer la flamme. Et la question reste entière. Quand la lumière devient-elle leadership? Ce soir-là, quand la lumière a vacillé pour la dernière fois, un serment a été murmuré dans l'obscurité. Nous ne voulons pas de puissance, nous voulons de la lumière. De cette phrase est née une promesse, celle d'un pays qui refuse désormais de survivre dans le noir. Car au-delà des coupures d'électricité, c'est la confiance qui s'était éteinte. Confiance en l'État, en les dirigeants, en la parole politique. Mais une génération s'est levée, torche à la main, pour réclamer un autre contrat, celui d'une Afrique qui s'éclaire par elle-même. Et lorsque colonel Michael Randrianarena apparaît sur les écrans, couvert de poussière plutôt que de médailles, il ne parle pas de pouvoir, il parle d'action. Comme Ibrahim Traoré avant lui à Ouagadougou, il promet de réparer avant de régner. 2 hommes, 2 îles de courage, un même serment, rendre la lumière à ceux qui l'ont perdue et rappeler au monde que la souveraineté n'est pas un privilège, mais une réparation. En 2025, seuls 36% des Malgaches avaient accès à une électricité stable. Dans le sud rural, à peine une maison sur 5 voyait la lumière après le coucher du soleil. Ces chiffres, froids et répétitifs, masquaient pourtant une vérité brûlante. Le pays n'était pas seulement dans le noir, il s'y était habitué. Depuis 2 décennies, Jirama, la compagnie publique d'énergie, symbolisait la faillite lente d'un État prisonnier de ses propres ombres. Turbines rouillées, factures détournées, carburant siphonné vers des poches privées. À chaque panne, le même discours revenait « Nous réparons ». Mais rien ne se rallumait vraiment. Les citadins chargeaient leurs téléphones dans les stations-service. Les enfants faisaient leurs devoirs à la lueur des bougies. Les hôpitaux opéraient à la lampe frontale. Un pays entier vivait au rythme de ses générateurs mourants. Puis, en septembre, la coupure dura 20 heures. Les berceuses furent remplacées par des casseroles frappées, des slogans scandés « Nous ne voulons pas de puissance, nous voulons de la lumière ». Les vidéos se multiplièrent, les rues s'emplirent, et une génération connectée transforma la panne en soulèvement. C'est alors qu'un nom surgit, d'abord murmuré, le colonel Michael Randrianarena, ni putschiste ni politicien, un soldat fatigué de protéger le vide. Quand il apparut devant les caméras, poussiéreux, calme, et dit « Nous ne gérons plus le problème, nous y mettons fin », le pays comprit que quelque chose basculait. L'écho traversa les frontières. En Afrique, on l'appela l'effet Traoré, car, comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso, il ne cherchait pas le trône, il rallumait la dignité. Ce soir-là, à Madagascar, un peuple vit dans une ampoule qui se rallume son propre reflet, celui d'un continent décidé à devenir sa propre source de lumière. Le colonel Michael Randrianarena n'avait rien d'un héros de vitrine. Il ne s'est pas présenté en uniforme de parade, mais en tenue de travail, les bottes couvertes de poussière, la voix ferme sans emphase. Le matin suivant sa déclaration, il a quitté le palais sans cortège ni drapeau, simplement accompagné de quelques techniciens, direction la centrale d'Ambodi Mampana, le cœur brisé du réseau national. Là, au milieu des turbines figées et des câbles rongés par la rouille, il s'est agenouillé auprès d'un générateur silencieux et a murmuré « Alors commençons ici ». Ce geste, banal en apparence, a fissuré des décennies d'indifférence. Pour la première fois, le chef d'un État ne promettait pas de lumière, il en rallumait une. Les ouvriers, d'abord incrédules, se sont remis à souder, à huiler, à mesurer les volts comme on mesure l'espoir. Quelques heures plus tard, une seule ampoule s'est allumée dans le quartier voisin. Mais cette lueur valait plus qu'un discours. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le courant revient. Non pas celui de l'électricité, mais celui de la confiance. L'image du colonel penché sur une machine muette a parcouru l'Afrique. Et dans chaque commentaire revenait le même parallèle, c'est un Traoré de l'océan Indien. Car, comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Randrianarena incarnait une idée simple. Réparer d'abord, régner ensuite. En 24 heures, Madagascar avait retrouvé non pas son énergie, mais son rythme, celui d'une nation qui se remet en marche, vit,
câble, et souffle après souffle. Tout est allé vite, trop vite pour un pays habitué à attendre. Le 28 septembre 2025, Antananarivo s'est réveillé dans un silence étrange. Pas de radio, pas de ministre, pas de discours. À 8 heures, un message unique s'afficha sur les écrans de télévision. Nous avons pris le pouvoir. Signature, colonel Michael Randrian Arena. Aucun char dans les rues, aucun coup de feu. Seulement des soldats postés devant les écoles et les boulangeries, protégeant la routine plutôt que la brisant. Un coup d'État sans bruit, une révolution par ordre. Les réseaux étrangers crièrent au putsch, mais dans les marchés, on parlait d'un miracle. Il a rallumé la lumière. À midi, la conférence de presse improvisée débuta, alimentée par un générateur qui toussait. Le colonel parla sans podium, depuis les marches du ministère couvertes de graffitis. Les Malgaches sont fatigués d'attendre des dirigeants qui ne viennent jamais. Nous agirons, dès aujourd'hui. 4 mots, dès aujourd'hui, devinrent le mot d'ordre d'un peuple. Les chantiers s'ouvrirent. Les techniciens revinrent. Les turbines, muettes depuis des années, frémirent sous les marteaux. Les visages des ouvriers s'éclairèrent au rythme des ampoules renaissantes. Partout, des vidéos circulaient, des villages allumant leurs premières lampes depuis 10 ans. La joie n'était pas bruyante, elle était disciplinée. Mais avec la lumière revint la peur. Les anciens ministres se cachèrent, les ambassades se murèrent dans la prudence, et les capitales occidentales publièrent le même communiqué. Préoccupation face à l'érosion démocratique. Pourtant, sur le terrain, personne ne parlait de politique. On parlait de tensions, de courants, de volts, de pain. L'Afrique observait. Au Burkina Faso, la télévision nationale diffusa les images du colonel en direct. Sous le drapeau rouge et vert, un journaliste conclut « L'esprit d'Ibrahim Traoré traverse la mer ». Car 3 ans plus tôt, c'est lui, le capitaine de Ouagadougou, qui avait imposé la même logique. Pas de palais, pas de protocole, seulement du travail et des bottes poussiéreuses. Les deux scènes se répondaient comme un miroir. À l'ouest, Ibrahim Traoré redonnait sens à la souveraineté. À l'est, Randrian Arena en rallumait la lumière. La rumeur enfla, l'effet Traoré. Un mot devenu courant sur les plateaux africains, symbole d'un leadership nouveau, brut, contagieux. Le Kenya y vit une renaissance. Le Mali parla d'un réveil. Et partout, la jeunesse reconnaissait la même énergie, celle d'un continent qui cesse de demander la permission d'espérer. À la tombée de la nuit, la capitale brillait timidement. Quelques quartiers alimentés, d'autres plongés dans l'ombre. Mais les visages, eux, s'étaient éclairés. Le mouvement venait de dépasser la panne. Il était devenu principe. Et quand le colonel regagna son bureau, une phrase écrite sur le mur l'attendait, tracée à la craie « Nous n'attendons plus l'aube, nous la fabriquons ». Avant la prise de pouvoir, Madagascar produisait 240 mégawatts pour un besoin minimal de 650, soit un déficit chronique de plus de 60%, l'un des pires d'Afrique. Cette donnée, souvent reléguée en note de bas de page, devint soudain un symbole national, la mesure concrète de la promesse trahie. En 6 mois, la production grimpa à 315 menlouvars, un bond modeste sur le papier, mais historique sur le terrain. Chaque mégawatt regagné équivalait à 40 000 foyers reconnectés, un chiffre qui parlait mieux que 1000 discours. Les ingénieurs évoquaient un redémarrage à la burkinabé, pragmatique, sans consultants ni conférences. On réparait, on ressoudait, on remplaçait ce qui pouvait l'être. Les salaires des techniciens, impayés depuis 8 mois, furent réglés dès la 2e semaine. La maintenance, jadis sous-traitée à des sociétés fantômes, revint entre les mains publiques. Résultat, la disponibilité du réseau passa de 42% à 71% en 180 jours. Et l'impact humain fut mesurable. Les écoles rouvrirent le soir, les cliniques cessèrent d'utiliser des lampes frontales, les marchés restèrent ouverts jusqu'à 22 heures. Ces progrès furent présentés sans triomphalisme. Le colonel répétait « Nous ne faisons pas de miracle, seulement du travail ». Les médias étrangers parlèrent de populisme technicien. La population, elle, parlait d'efficacité. La Banque africaine de développement confirma la reprise partielle de 3 centrales et la réactivation de 220 km de lignes secondaires. Chaque donnée publiée renforçait la crédibilité d'un récit, celui d'un État qui, pour la première fois, mesurait sa réussite en ampoule plutôt qu'en slogan. Mais derrière les chiffres, un phénomène plus large prenait forme.
Les analystes africains commencèrent à cartographier une corrélation Traoré. Partout où l'exemple du Burkina Faso avait touché la jeunesse, les réformes locales accéléraient. Au Sénégal, au Congo, à Madagascar, la courbe de la confiance suivait la même pente ascendante que celle de la production d'énergie. Quand Ibrahim Traoré parla de souveraineté énergétique, peu y crurent. Aujourd'hui, le terme alimente les bilans économiques. Pourtant, la réussite technique ne suffisait pas. Les coupures subsistaient, les tensions aussi. Le colonel ordonna un audit public. Chaque mois, le ministère publiait la consommation, la perte et les zones prioritaires. Une transparence inédite qui transforma la panne en objet de contrôle citoyen. Les étudiants vérifiaient les chiffres, les journalistes suivaient les livraisons de carburant, les ONG validaient les progrès. Et chaque pourcentage regagné devenait une victoire partagée. À la fin de la première année, les générateurs privés avaient diminué de 27%, signe que le réseau national reprenait sa place. Mais plus que les kilowatts, c'est le courant moral qui circulait à nouveau. Dans les villages, on disait « La lumière revient par nos mains ». Une phrase simple, mais qui contenait tout le projet. Transformer la réparation en renaissance et la donner en dignité. Deux visions s'affrontent désormais à Madagascar. La première, portée par les chancelleries occidentales et une partie des élites locales, soutient que le colonel a remplacé un vide démocratique par un risque autoritaire. Les analystes évoquent la tentation du sauveur, un militaire qui, sous prétexte d'efficacité, détourne la légitimité électorale. Selon eux, les résultats techniques, plus 30% de production énergétique, 71% de disponibilité du réseau, ne peuvent justifier la suspension de la Constitution. Ils rappellent que l'histoire africaine est pleine de réformateurs devenus dirigeants à vie. La stabilité, disent-ils, ne vaut rien sans le consentement. En face, une autre école répond par les faits. Les coupures ont diminué, les salaires sont versés, les écoles rouvrent la nuit. Les marchés, jadis plongés dans le noir, vibrent à nouveau. Les critiques parlent de démocratie. Le peuple, lui, parle de lumière. Et dans un continent fatigué des théories importées, ce contraste devient un argument. Un enseignant d'Antananarivo résume « La démocratie sans électricité n'éclaire personne. Le colonel lui-même n'esquive pas le dilemme. Il admet que gouverner sans urne est une blessure, mais rappelle que l'inertie en fut une autre. Nous ne voulons pas durer, nous voulons réparer. » C'est la même phrase qu'Ibrahim Traoré prononça à Ouagadougou lorsqu'on l'accusa de militariser la souveraineté. « Le pouvoir ne m'appartient pas. Il me traverse. » Deux trajectoires, une justification identique. Le devoir avant le titre. La vraie question, dès lors, n'est plus juridique, mais morale. Faut-il condamner celui qui agit sans mandat, quand il restaure la dignité d'un peuple, ou remercier celui qui ose réparer là où d'autres promettaient sans fin? Entre l'idéal démocratique et la réalité du terrain, Madagascar trace sa propre équation. La légitimité par la lumière. Une flamme traverse la mer. C'est la phrase que prononce un journaliste sénégalais en regardant les images du colonel malgache serrant la main d'un ouvrier noirci par la suie. À ce moment précis, le récit cesse d'être national pour devenir continental. Ce que Randrianarena rallume dans ses centrales, Ibrahim Traoré l'avait déjà enflammé dans les cœurs. Une foi en la souveraineté par le travail. Les comparaisons affluent, les hashtags explosent. Traoré Effect, Light Not Power. Dans les universités africaines, les étudiants débattent. Et si le leadership du XXIe siècle africain naissait hors des urnes? Non par rejet de la démocratie, mais par fatigue de son imitation. Les slogans changent. Pas de protocole, juste du progrès. Même les médias occidentaux hésitent. Coup d'État ou correction du système? L'Afrique, elle, a déjà tranché. La lumière est devenue un langage politique. Madagascar, l'île de l'ombre, se transforme en miroir du Sahel. Deux hommes, deux nations, un même courant. Celui qui dit qu'avant d'être un régime, la souveraineté est une réparation. 3 mois après le redémarrage, les premiers effets tangibles apparaissent. Pas dans les chiffres abstraits, mais dans les gestes du quotidien. Les rues d'Antananarivo ne sont plus entièrement noires. Certaines respirent à nouveau. Et dans la lumière timide des lampadaires, renaît un mot que le pays avait oublié. Avenir. Passons maintenant au niveau national. Les services publics reprennent. Les trains transportent à nouveau des marchandises. Les hôpitaux enregistrent une baisse de 22% des mortalités nocturnes liées aux coupures. Les écoles rurales rouvrent en soirée,
accueillant des milliers d'élèves supplémentaires. Les médias d'État, autrefois instruments d'inaction, diffusent désormais des bilans mensuels d'énergie. Le pouvoir n'est plus silencieux, il rend des comptes. Concernant la dynamique économique, les petites usines textiles reprennent la production grâce à un approvisionnement stable. Les commerçants prolongent leurs horaires, les marchés locaux gagnent jusqu'à 18% de chiffre d'affaires. Les jeunes entrepreneurs se lancent dans les panneaux solaires communautaires. Les banques réévaluent la confiance du pays et un premier prêt de 80 millions de dollars de la Banque africaine de développement est confirmé. Le mot « croissance » revient dans les rapports économiques, sans artifice. Au niveau diplomatique, le ton change. Les chancelleries occidentales tempèrent leurs critiques. Les voisins africains, eux, félicitent ouvertement. Au sommet de l'Union africaine, un observateur parle d'un « axe des réparateurs » reliant Ouagadougou à Antananarivo. Les drapeaux du Burkina Faso et de Madagascar apparaissent côte à côte dans les manifestations étudiantes. L'esprit d'Ibrahim Traoré devient une métaphore, pas un modèle, celle d'un continent qui s'autorise à recommencer. Enfin, sur le plan culturel et social, les artistes malgaches peignent des murs lumineux, les poètes parlent de voltage intérieur, les églises et les mosquées se remplissent de chants sur la Renaissance, les familles s'installent en dehors pour regarder la ville scintiller, les enfants lèvent leur téléphone vers le ciel. La lumière n'est plus technique, elle est symbolique. Elle dit « Nous existons à nouveau ». Ces quatre dynamiques convergent en une seule ligne de force, la restauration de la dignité. Dans un continent longtemps raconté par d'autres, Madagascar écrit son propre verset. Le colonel, loin des caméras, répète sa phrase préférée « Nous ne sommes pas un miracle, nous sommes une réparation ». Et au-delà des frontières, un autre écho lui répond « Venu du Sahel ». C'est ainsi qu'a commencé le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré. À 6 mois de la Révolution de la Lumière, Madagascar se trouve à la croisée de 3 routes. Le colonel parle d'un plan de 2 ans pour stabiliser le réseau, réformer la gouvernance et préparer les élections. Mais le calendrier politique reste fragile, suspendu entre progrès et pression. Les experts africains évoquent 3 scénarios possibles. Le premier scénario est celui de la continuité pragmatique, le plus probable. Les chantiers se poursuivent, les financements locaux s'étendent. La production grimpe lentement vers 400 MW, la distribution s'unifie, les coupures diminuent. La population soutient le processus malgré les lenteurs administratives. Le colonel maintient sa ligne. Transparence, technicité, proximité. Ce scénario consolide un modèle malgache, moins idéologique que pratique, où l'efficacité devient la première forme de légitimité. Le deuxième scénario est celui de l'élan continental, plus optimiste. Si la stabilité perdure, l'onde de choc se propage. Les mouvements étudiants du Kenya, du Bénin et du Congo reprennent le mot d'ordre « réparer avant de régner ». Les réformes énergétiques deviennent un sujet panafricain. Les médias parlent d'un « réseau Traoré Arena », alliance symbolique entre le Sahel et l'océan Indien. Dans cette hypothèse, Madagascar n'est plus un cas isolé, mais un phare. Et l'Afrique, dans son ensemble, s'électrise d'une même conviction. La souveraineté se mesure en ampoules, pas en applaudissements. Le troisième scénario est celui de la fatigue du réel, plus pessimiste. La pression internationale s'accroît, les promesses ralentissent, les pannes reprennent. Les anciens réseaux d'élite reviennent, accusant le pouvoir de dérive autoritaire. Les aides se figent. Les médias étrangers reprennent le récit du coup avorté. Le risque que le feu de la réforme s'éteigne faute d'oxygène. Mais même alors, une chose resterait, la mémoire du sursaut. Voici un conseil de pensée. L'histoire ne choisit pas les héros, elle prolonge ceux qui agissent. Et comme le disait Ibrahim Traoré, le courage est contagieux, la peur aussi. À nous de choisir laquelle allumer. Dans les quartiers populaires d'Antananarivo, la politique n'a plus de nom. Elle a une ampoule. Chaque soir, quand la lumière revient, les habitants l'accueillent comme un hôte fragile. Les enfants cessent de crier, les femmes préparent le repas, les vieillards sourient. L'électricité, ici, n'est plus un service public, c'est un battement de cœur. Un instituteur raconte qu'il enseigne désormais jusqu'à 20 heures. Les élèves, fascinés par cette nouveauté, refusent de rentrer chez eux. Une grand-mère du Sud explique qu'elle peut enfin brancher la radio et entendre autre chose que le vent. Ces gestes minuscules, répétés des milliers de fois, redonnent au mot citoyen un sens concret, celui de participer à la lumière commune. Mais cet élan n'est pas sans coût.
Les techniciens travaillent sans relâche, parfois 20 heures d'affilée. Les soldats montent la garde autour des stations électriques comme autour d'églises. Les pannes reviennent, les critiques aussi. Pourtant, chaque redémarrage provoque la même émotion, celle d'un pays qui se prouve qu'il peut réparer, encore. Sur les réseaux, un dessin circule. 2 silhouettes d'enfants, l'une à Ouagadougou, l'autre à Antananarivo, tenant la même lampe. Sous l'image, une légende. Nos lumières ne s'éteignent plus, elles se répondent. C'est là que se joue le véritable changement, dans le lien invisible entre deux jeunesses qui n'attendent plus de sauveurs. Elles voient en Ibrahim Traoré et en Michael Randrianarena non pas des héros, mais des preuves. Que l'Afrique n'a pas besoin d'être éclairée par les autres, mais par elle-même. Le colonel Michael Randrianarena n'a jamais promis de miracle. Il a promis une méthode. Son plan tient en 5 verbes simples. Réparer, financer, former, produire, transmettre. 5 gestes pour transformer une révolte en reconstruction. D'abord, réparer. Remettre en marche les centrales existantes avant d'en rêver de nouvelles. Chaque turbine restaurée économise des mois de dépendance et des millions d'importations. Ensuite, financer. Créer un fonds souverain alimenté par la diaspora et les taxes minières. Un mécanisme inspiré du modèle burkinabé lancé sous Ibrahim Traoré, où chaque citoyen peut investir symboliquement une part d'énergie dans son État. Puis, former. Ouvrir des écoles techniques régionales pour former 5000 ingénieurs d'ici 2 ans. Les cours sont gratuits, mais chaque diplômé doit servir 6 mois dans une zone rurale. L'énergie devient service civique. Après, produire. Déployer des mini-centrales hybrides dans 25 districts pilotes. Le programme Lumière commune doit porter l'accès national à 60% d'ici fin 2026, selon le ministère. Enfin, transmettre. Publier chaque trimestre un rapport public, lisible et audité, sur la production et la distribution. Ce rituel de transparence fait de la donnée une arme contre la corruption. Chaque étape avance lentement, mais avance. Et surtout, elle redonne à la population une place dans la chaîne du progrès. Non plus spectatrice, mais coproductrice. Car, répète le colonel, la lumière ne vaut rien si elle ne traverse pas les mains du peuple. C'est cette philosophie, réparer avant de régner, qui relie Antananarivo à Ouagadougou et qui fait dire aux observateurs « Le courant de Traoré continue de circuler, fil par fil ». Un soir de décembre, le colonel retourne à la centrale d'Ambodi Mampana. Là où tout avait commencé, une ampoule, un moteur, une promesse. Les ouvriers l'attendent, le visage noirci par la suie, les yeux brillants. Il ne parle pas, il écoute. Le bourdonnement régulier des turbines, cette respiration que le pays avait perdue. Un technicien lui tend une ampoule neuve. Il la visse lui-même, sans caméra, sans discours. La lumière s'allume, timide, stable. Autour, les visages se reflètent dans le verre comme des fragments de nations. Ce moment n'a pas besoin de slogan. Il suffit. Dans un autre coin du continent, Ibrahim Traoré regarde la scène depuis Ouagadougou. Il sourit, non par fierté, mais par reconnaissance. Car ce qu'il avait allumé dans le Sahel n'était pas une révolution, c'était un courant. Et ce courant, désormais, circule d'une main à l'autre, d'un soldat à un peuple. Ainsi, dans la nuit africaine, 2 lumières se répondent, l'une née du sable rouge, l'autre de la mer turquoise. Entre elles, un fil invisible, tendu comme une promesse. Tant qu'il y aura des mains pour le tenir, l'Afrique ne retournera plus dans le noir. L'histoire de Madagascar n'est plus celle d'un coup d'État, mais d'un branchement. Un fil tendu entre 2 générations, 2 continents, 2 manières de croire au possible. Ce fil, personne ne le tient pour toujours. Il faut le transmettre. Aujourd'hui, il relie les jeunes du Sahel, les étudiants de l'océan Indien, les ouvriers du cuivre en Zambie, les codeurs du Ghana. Tous répètent le même serment. Ne plus attendre que la lumière vienne d'ailleurs. Car la souveraineté n'est pas un drapeau, c'est une habitude. Chaque ampoule réparée, chaque câble ressoudé, chaque mot prononcé avec sincérité participe à la même œuvre, devenir le courant que d'autres suivront. Ibrahim Traoré l'avait résumé d'une phrase « On ne dirige pas la lumière, on la partage ». Alors, à vous qui lisez ou regardez, une question demeure. Quand viendra votre tour d'allumer quelque chose, où porterez-vous la première étincelle? Dans la rue, dans une idée, ou simplement dans un geste juste?